Chapitre 1. Chute de neige à Greystone Hall. La neige avait commencé à tomber aux premières heures de l'après-midi. D'abord une fine poudreuse portée par le vent, puis d'épais flocons, posés en silence sur les pelouses impeccables de Greystone Hall. Depuis les hautes fenêtres du salon, on aurait pu contempler un monde dénué de couleurs, où tout son était atténué et chaque ligne nette floue. Seul le lierre, accroché obstinément à la façade de pierre, offrait une touche de vert au milieu de la blancheur. Le capitaine Arthur Hastings, récemment revenu d'Amérique du Sud et encore peu habitué au froid humide anglais, se tenait à l'une de ses fenêtres, un verre de sherry à la main, observant la route. « Quel temps maussade !» remarqua-t-il. « Je ne serais pas du tout surpris si les routes étaient impraticables avant la tombée de la nuit. » Depuis le fauteuil le plus proche du foyer, Hercule Poirot, petit, soigné et impeccablement vêtu d'un costume gris tourterelle, leva un doigt sans lever les yeux du livre posé sur ses genoux. « N'insulte pas la neige, mon ami. Elle a son utilité. » Il ferma le volume d'un geste précis et observa le paysage extérieur. Elle isole, elle confine, elle transforme un rassemblement en... comment dire, une réunion à huis clos. « J'ose dire que c'est vrai, » répondit Hastings, même s'il ne pouvait pas imaginer pourquoi l'isolement devrait être considéré comme un avantage. Greystone Hall était l'une de ces vastes demeures de campagne dont l'architecture témoignait de plusieurs siècles de transformation. Pignons élisabétains, façades géorgiennes et vérandas victoriennes, ajoutées comme par hasard. Le maître actuel du domaine, Sir Alister Greystone, était un homme d'une cinquantaine d'années, grand, large d'épaules, avec une mâchoire carrée et des yeux qui suggéraient à la fois perspicacité et impatience. Il avait invité un groupe de privilégiés pour un week-end d'hiver, et comme Hastings l'avait déjà remarqué, la composition de ce groupe était curieuse. Lady Evelyn Greystone, son épouse, était une silhouette gracieuse vêtue de soie pâle, ses cheveux noirs tirés en arrière avec une netteté presque austère. Sa beauté était de celle qu'on pourrait qualifier de sculpturale, mais il y avait dans ses manières une fraîcheur qui rafraîchissait une pièce plus efficacement que les courants d'air des vieilles fenêtres. Le colonel Henry Ashworth était un homme franc et rougeau, du genre qu'Hastings appréciait instinctivement. Un militaire dans l'âme, avec un penchant pour les souvenirs des campagnes en Inde. Sir Alister et lui avaient été ensemble à Harrow, et à en juger par le rire tonitruant et fréquent du colonel, ils partageaient une entente qui allait au-delà de la simple connaissance. Mademoiselle Margaret Foyle, gouvernante de la nièce orpheline des Greystone, était une jeune femme mince au regard gris, perçant qui ne laissait rien passer. Hastings avait remarqué qu'elle parlait rarement, sauf si on lui adressait directement la parole, mais lorsqu'elle le faisait, ses remarques étaient directes et sans affectation. Il y avait aussi Julian Carew, un bel homme brun d'une trentaine d'années, qui se présentait comme un marchand de livres rares et d'objets d'art. Il avait la douceur de quelqu'un habitué à se faire bien voir, mais Hastings, avec son instinct de soldat, y décelait une inquiétude sous-jacente. Clara Whitcomb, la compagne de Lady Evelyn, était une femme timide d'une quarantaine d'années, dont les manières effacées semblaient authentiques, même si Poirot, Hastings le savait, ne prenait jamais de telles impressions au pied de la lettre. Le docteur Lionel March, le médecin local, était arrivé en fin d'après-midi, soi-disant pour examiner la goutte de Sir Alister. C'était un homme mince et précis, qui semblait peser ses mots aussi soigneusement que les symptômes de ses patients. Enfin, il y avait Thomas Blythe, le majordome, grand, grave et discret, le modèle même de sa profession. En 30 ans à Greystone Hall, il avait vu la maison traverser 2 guerres, 3 générations et d'innombrables fêtes. En apparence, c'était une réunion ordinaire de la petite noblesse campagnarde et de leurs connaissances. Pourtant, dès l'instant où Poirot et Hastings avaient franchi le seuil, invités au dernier moment suite à une annulation,
Le détective belge avait observé les subtils courants qui se cachaient sous cette conversation polie. Des regards échangés puis rapidement retirés. Un léger serrement de mâchoire. Un instant de silence avant de répondre à une question. Chacun, pour Poirot, une note dans une symphonie de comportements humains. Ce soir-là, le dîner fut solennel. La salle à manger, avec son haut plafond à colombage et sa grande table en chêne, était éclairée par la lueur des bougies se reflétant dans l'argenterie polie. Dehors, la neige continuait de tomber, claquant faiblement aux vitraux. Sir Alister présidait en bout de table, découpant le rôti avec une efficacité maîtrisée. « Je crains, mesdames et messieurs, annonça-t-il, que les lignes télégraphiques soient coupées dans le village. Blythe m'informe que le courrier ne sera pas livré avant lundi au plus tôt. » Il ne semblait pas mécontent du désagrément. Au contraire, une certaine satisfaction transparaissait dans son ton, comme si le monde extérieur au manoir pouvait être tenu à distance par un simple acte de volonté. « Un ennui terrible, » murmura Lady Evelyn sans conviction. « Cela signifie, » continua Sir Alister, « que nous devrons organiser nos propres divertissements. » Le colonel ricana. « Les cartes, le billard, un verre ou deux. Ça me semble tout à fait acceptable. » Julian Carrow esquissa un léger sourire. « Je ne vois pas pire sort que d'être bloqué à Greystone Hall par la neige. » La conversation dériva vers des sujets plus légers. Mais Poirot, depuis son siège à mi-chemin de la table, remarqua que les mains de Lady Evelyn étaient serrées sur ses genoux, et que Miss Foyle, bien que souriant poliment à quelque chose que le colonel avait dit, jeta plus d'une fois un coup d'œil vers les hautes portes de la bibliothèque. Plus tard, lorsque les dames se furent retirées et que les hommes s'attardèrent autour d'un cognac, Sir Alister parla à Poirot pour la première fois ce soir-là au-delà des formalités. « Je crois comprendre, monsieur Poirot, que vous êtes un détective de renom. » Poirot inclina modestement la tête. « J'ai eu de la chance, oui. » « Vous devez trouver du crime partout où vous allez, hein ? » « Pas toujours, » répondit Poirot en sirotant son cognac. « Mais on apprend que là où il y a de la nature humaine, il y a un potentiel de... comment dire, de désordre. » Sir Alister rit d'un rire bref et dur. « Eh bien, vous ne trouverez rien de tel ici. Greystone Hall est d'une propreté irréprochable. » Pourtant, Hastings, observant le visage de Poirot, crut détecter une lueur de quelque chose, peut-être de l'amusement, derrière l'expression sereine de son ami. Lorsque les invités se retirèrent, la tempête s'était intensifiée. Le vent s'abattait sur les fenêtres avec un grognement sourd et insistant. Sur la terrasse, la neige formait des amas ininterrompus, lisses comme du sucre glace. Hastings, s'arrêtant devant sa porte, jeta un coup d'œil dans le long couloir en direction de la bibliothèque. Il crut apercevoir une silhouette se glisser à l'intérieur, la porte se refermant sans bruit derrière eux. Quand il en parla à Poirot, le petit détective ajusta simplement sa moustache. « Bon, on verra bien, mon ami. La nuit est jeune, et la neige... » Il fit un geste vers la fenêtre obscure. « Enregistre bien des choses pour l'œil qui sait où regarder. » C'était une remarque à laquelle Hastings prêta peu d'attention à l'époque. Mais avant la fin du week-end, cette neige allait témoigner de quelque chose d'impossible et de mortel. Des empreintes de pas qui commençaient et s'achevaient au milieu d'une étendue vierge. Chapitre 2. La mort dans la cour. Le matin arriva à Greystone Hall avec réticence, une lumière pâle et incertaine filtrant à travers les lourds rideaux. La neige avait cessé peu avant l'aube, transformant le parc en un tableau d'une blancheur parfaite, immaculé. Pas même la trace d'un oiseau ne venait troubler l'immensité de la cour. Hastings se réveilla au son étouffé de mouvements dans le couloir. Des pas précipités, des voix étouffées mais tendues. Il était inhabituel pour cette maisonnée bien dressée d'être aussi agitée à une heure aussi matinale. S'habillant rapidement, il sortit dans le couloir au moment même où Julian Carrow sortait de sa chambre, les cheveux en bataille, l'air surpris. « Que s'est-il passé ?» demanda Hastings. Avant que Carrow puisse répondre, une voix, celle de Clara Whitcomb, tendue et aiguë, résonna faiblement au fond du couloir. « Oh mon Dieu,
Allez chercher le docteur March. Vite. » Ces mots firent l'effet d'une pierre jetée dans un étang tranquille. Les portes s'ouvrirent, les invités sortirent vêtus de manières diverses, et un courant inquiet parcourut l'assemblée. Poirot apparut, impeccable même à cette heure, fermant le dernier bouton de son gilet. « Viens, Hastings, » dit-il doucement, le regard perçant. « On dirait que notre week-end tranquille a été interrompu. » Ils suivirent les voies jusqu'à la bibliothèque, où les grandes portes à double battant étaient ouvertes. Lady Evelyn était là, pâle comme la neige derrière les fenêtres, une main agrippée au dossier d'une chaise pour se soutenir. Miss Foyle se tenait près d'elle, les lèvres pincées, comme pour se protéger d'un coup de vent invisible. Blythe, le majordome, se tenait juste derrière la porte-fenêtre qui donnait sur la cour. Son visage était calme, mais ses mains le trahirent en se resserrant imperceptiblement sur la poignée. « Qu'est-ce qu'il y a, Blythe ?» demanda Poirot. Le majordome inclina la tête vers les portes ouvertes. « C'est Sir Alister, monsieur. Il est dehors. » Hastings s'avança, suivant Blythe dans le froid mordant. La cour était immaculée, la neige reflétant le faible soleil d'hiver d'un éclat aveuglant. Là, à 20 pas des portes de la bibliothèque, Sir Alister Greystone était affalé sur le dos, les bras écartés, le visage tourné vers le ciel pâle. La neige sous sa tête était teintée d'un brun sombre et rougeâtre. Hastings sentit un choc dans son estomac. « Seigneur, il est mort. » Poirot le dépassa, ses chaussures vernies évitant tant bien que mal les congères plus profondes. Il s'arrêta juste après le seuil, observant la scène. Hastings s'attendait à ce qu'il s'agenouille près du corps, mais au lieu de cela, le regard de Poirot était fixé sur la neige. Des portes de la bibliothèque jusqu'à l'endroit où gisait Sir Alister s'étendait une unique traînée de pas, des empreintes profondes et distinctes menant droit au corps. Et puis, plus rien. Ils s'arrêtèrent, tout simplement. Aucune empreinte ne laissait présager une autre issue. Aucun bruit ne marquait la neige immaculée au-delà. C'était comme si Sir Alister était sorti dans la cour, s'était arrêté à mi-chemin, puis s'était volatilisé. « Mon Dieu !» murmura doucement Poirot. « Un artiste est à l'œuvre. » Le docteur March, arrivé à ce moment-là avec son sac, se pencha sur le corps avec un détachement professionnel. Après un bref examen, il se redressa. Mort depuis au moins 2 heures. Coup à la tête. Instrument contondant. Il n'a eu aucune chance. Lady Evelyn, qui les avait suivis sur la terrasse, pressa un mouchoir contre sa bouche. Mais comment ? Personne n'aurait pu. Personne n'aurait pu partir sans laisser d'empreinte, termina Caro pour elle, ses yeux passant du corps aux portes de la bibliothèque. C'est précisément là le problème, monsieur, dit Poirot. Ils transportèrent le corps à l'intérieur et le déposèrent sur la longue table de la bibliothèque. Poirot insista pour que rien ne soit déplacé de la cour avant d'avoir terminé son examen. Hastings le raccompagna dans la neige. Poirot s'agenouilla prudemment, évitant toute trace, et examina les empreintes. « Regarde, Hastings, la profondeur ici, près de la bibliothèque. Elles sont profondes, n'est-ce pas ? Sir Alister est un homme corpulent, c'est naturel. Mais à mesure que nous approchons du corps, les empreintes s'éclaircissent. Moins de neige est déplacée. » Hastings s'accroupit à côté de lui. Peut-être a-t-il ralenti. La moustache de Poirot se contracta. Ou peut-être, mon ami, que quelque chose, quelqu'un, l'a aidé à faire ses derniers pas. Mais où est passé le tueur ? Il n'y a aucune trace. Poirot désigna la neige intacte autour d'eux. Ah, mais vous supposez que le tueur est parti après le crime. Et s'il n'était jamais venu ici comme vous l'imaginez ? Et si la scène que vous voyez n'était pas la réalité, mais une image, montée de toutes pièces pour les yeux de la police ? Hastings ressentit le premier froid qui n'avait rien à voir avec le temps. De retour à l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Les invités étaient rassemblés dans le salon, chacun affichant sa propre expression de choc ou d'incrédulité. Le colonel Ashworth fut le premier à prendre la parole. Peu importe l'apparence, personne ne s'aventure au milieu d'une cour et ne meurt. Il y a du diable là-dedans.
Le regard de Miss Foyle se tourna vers Lady Evelyn, mais elle ne dit rien. Poirot prit un moment pour se réchauffer les mains au feu avant de s'adresser à eux. « Mesdames et messieurs, la police sera appelée dès que possible, même si, par ce temps, nous pourrions attendre quelques heures. En attendant, je vous prie de rester chez vous et de ne me dire que la vérité. Ce n'est pas une requête, c'est une nécessité. » Caro se tortilla, mal à l'aise. « Tu crois que l'un de nous ?» Poirot inclina la tête. « Je pense, monsieur, que Sir Alister est mort par action humaine, et puisqu'aucune empreinte de pas ne permet de s'en éloigner, il s'ensuit que la réponse se trouve entre ces murs. » Les mots restaient suspendus dans l'air comme le tintement d'une cloche. Lady Evelyn se leva brusquement. « Je serai dans ma chambre, » dit-elle, et elle partit sans un regard. Hastings se pencha vers Poirot. « Tu crois vraiment ?» Poirot leva le doigt. « Chut. Nous avons la scène, le temps et l'impossibilité. Maintenant, il nous faut la vérité. Et pour cela, mon ami, il faut leur parler un par un. » Dehors, la cour était à nouveau silencieuse, la traînée d'empreintes se terminant brusquement dans le vide blanc, une énigme posée dans la neige, attendant que les petites cellules grises la démêlent. Chapitre 3. Poirot commence ses questions. La grande horloge du couloir venait de sonner 11 heures lorsqu'Hercule Poirot, après s'être revigoré avec une seconde tasse de café noir bien serré, annonça son intention de s'adresser à chaque invité tour à tour. La bibliothèque, désormais vide du corps de Sir Alister, transporté dans une petite pièce lambrissée de chêne, attenante à l'aile des domestiques, devait lui servir de salle d'interrogatoire. Les portes-fenêtres restaient verrouillées. Au-delà, la trace des empreintes de pas et l'étendue blanche de la cour restaient intactes, préservées jusqu'à l'arrivée de la police. Blythe, discret et imperturbable, apporta un petit bureau du petit salon et le plaça près du feu. Poirot y déposa un bloc-notes neuf, sa trousse en or et un petit presse-papier en laiton en forme de pomme, un objet qu'il emportait avec lui lors de ses investigations pour des raisons qu'il était seul à connaître. On ne mène pas un interrogatoire en se tenant debout au-dessus des gens comme un policier dans un roman de pacotille. Hastings, remarqua Poirot en lissant un pli imaginaire de la nappe verte. On les invite à parler, à se détendre, à se dévoiler sans qu'ils le sachent. « Tu crois vraiment qu'ils te diront la vérité ?» demanda Hastings. Les yeux de Poirot pétillèrent. « Et ils me le diront. »« Leur la vérité, mon ami, et dans la différence entre ça et vérité, je trouverai ce dont j'ai besoin. » Le premier à être appelé fut le colonel Henry Ashworth. Il entra d'un pas vif, son visage rougeau creusé de rides de colère contenue. « Maudite affaire, Poirot. Alister et moi avons été amis pendant 40 ans. Je veux voir le salaud qui a fait ce coup pour ça. »« Naturellement, » dit Poirot. « Vous avez dîné ensemble hier soir. Après le dîner, qu'avez-vous fait ?»« Je me suis assis avec lui et Caro dans la salle de billard pendant environ 1 heure. J'ai joué quelques parties. Caro est nul d'ailleurs. Après ça, je suis monté dans ma chambre vers 10h30. Et vous n'avez plus revu Sir Alister ?» Le colonel hésita. « En fait, si. Je l'ai entendu dans le couloir environ 1 heure plus tard, en train de parler à quelqu'un. Je n'ai pas entendu ce qui se disait. J'ai passé la tête dehors, mais je n'ai rien vu. Les lampes s'est tamiser. »« Tu es sûr de la voix ?»« Positif. Je reconnaîtrai l'aboiement d'Alister n'importe où. » Poirot hocha la tête, prenant note. « Et vous, monsieur, n'avez-vous pas quitté votre chambre ?»« Non. J'ai dormi comme une souche. »« Bien. Vous pouvez y aller, colonel. Faites entrer mademoiselle Margaret Foyle. » La gouvernante entra avec son calme habituel. Son regard se posa brièvement sur le bloc-notes de Poirot, puis se posa sur son visage. « Mademoiselle Foyle, » commença Poirot, « vous étiez la gouvernante de la nièce de Sir Alister qui n'est pas là en ce moment ?»« C'est exact, elle est à l'école à Bath. »« Et votre travail ici est-il agréable ?» Les lèvres de mademoiselle Foyle s'incurvèrent dans ce qui aurait pu être un sourire. « Je me débrouille. Raconte-moi ta soirée. » « J'étais avec Lady Evelyn jusqu'à 9h30. Elle s'est retirée tôt. J'ai ensuite passé 1 heure à lire dans ma chambre. Vers 11h,
Je suis descendu chercher un livre à la bibliothèque. »« Tu es allé à la bibliothèque à 11 heures ?» répéta Poirot. « Oui. Le feu était faible et j'étais seul. Je suis resté une dizaine de minutes. Je n'ai vu personne. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel ? Aucun bruit, aucun mouvement à l'extérieur. » Miss Foyle hésita puis dit « J'ai cru voir une ombre passer devant les porte-fenêtres, mais en regardant bien, il n'y avait rien. J'ai supposé que c'était le vent qui agitait les rideaux. Merci, mademoiselle. Veuillez faire entrer Monsieur Carrow. » Julian Carrow entra nonchalamment, les mains dans les poches, mais ses manières décontractées ne cachaient pas vraiment une certaine tension. « Monsieur Carrow, » dit Poirot d'un ton aimable, « vous vendez des livres rares, si je comprends bien. » « Oui, de vieux manuscrits, des premières éditions, ce genre de choses. Sir Alister en avait une sacrée collection. » « En effet. Et hier soir, j'ai joué au billard avec le colonel, comme je l'ai dit. Je me suis couché vers 10 heures. J'ai mal dormi. Cet endroit grince comme un navire pris dans la tempête. Tu n'es pas allé près de la bibliothèque après le dîner ? » Carrow haussa les épaules. « Pas avant ce matin quand j'ai vu le tumulte. Pourquoi ?» Poirot tapota son crayon sur le papier. « C'est curieux. La bibliothèque était ouverte hier soir, n'est-ce pas ? C'est toujours le cas. Sir Alister ne croyait pas qu'il fallait la verrouiller, sauf en cas d'absence. » Le regard de Poirot s'attarda un instant sur Carrow. « Une dernière question. Avez-vous remarqué la sonnerie de l'horloge de parquet cette nuit ?» Carrow parut perplexe. « Oui, minuit. Ça m'a réveillé. Ce truc est assez bruyant pour réveiller les morts. »« Tout à fait. Merci, monsieur. » Une fois Carrow parti, Hastings se pencha. « C'était quoi cette histoire d'horloge ?» Poirot sourit faiblement. « C'est une petite pensée qui m'est venue, Hastings. On verra bien. » La suivante fut Clara Whitcomb, qui serrait fermement ses mains sur ses genoux en parlant. « J'ai accompagné Lady Evelyn jusqu'à sa retraite. Après cela, j'ai fait quelques travaux de raccommodage dans ma chambre. Je ne l'ai plus quittée. » Le ton de Poirot était doux. « Mademoiselle, vous êtes la compagne de Lady Evelyn depuis quelques années. Vous la connaissez bien. »« Oui. » »« Y avait-il une harmonie entre Lady Evelyn et son mari ? » Un silence. « Il avait un tempérament différent. Ce qui veut dire peut-être qu'ils se sont disputés. Parfois. Mais hier soir, ils étaient parfaitement courtois. » Poirot la laissa partir et envoya chercher le docteur Lionel March. Le médecin était vif. « On m'a appelé pour examiner la goutte de Sir Alister. Je suis parti vers 9h30. Il neigeait déjà beaucoup. »« Et pourtant, tu es revenu ce matin ?»« Oui, quand on m'a envoyé chercher après qu'il ait été retrouvé. » Poirot l'observa. « Docteur, selon votre avis professionnel, Sir Alister aurait-il pu pénétrer seul dans cette cour s'il avait été frappé à la tête comme vous le décrivez ? Peu probable. Un tel coup l'aurait assommé, voire même instantanément inconscient. »« Merci, docteur. » Lady Evelyn fut la dernière. Elle entra la tête haute, mais ses mains tremblaient légèrement. « Lady Evelyn, » dit doucement Poirot, « je dois vous demander de bien réfléchir. Quand avez-vous vu votre mari vivant pour la dernière fois ? » Après le dîner, nous avons discuté brièvement au salon. Je suis monté dans ma chambre avant 10 heures. « Tu ne l'as pas encore quitté ?» Elle croisa son regard. « Non. »« Pardonnez-moi, madame, mais il y a ceux qui ont entendu des voix dans le couloir plus tard, dont celle de votre mari. » Elle hésita, puis dit « Peut-être qu'il est allé parler à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas moi. » Poirot inclina la tête. « Très bien. Une dernière question. Que savez-vous d'un manuscrit intitulé La Chronique de Saint-Avit ?» Un éclair traversa son visage. Bref, mais pas assez pour que Poirot le rate. Seulement que mon mari y tenait plus que tout. « Et maintenant, c'est fini, » dit doucement Poirot. « Bon, ce sera tout pour le moment. » Une fois parti, Hastings expira. « Disparu ? Tu veux dire que le manuscrit a disparu ? » ?»« Oui, mon ami. Elle n'est pas dans la boîte verrouillée où Sir Alister la gardait. La clé était dans sa poche quand il est mort. Et pourtant, elle a disparu. » « Alors le meurtre était pour le manuscrit ? » Poirot secoua la tête. « Peut-être. Mais la manière dont le meurtre a été commis, les empreintes de pas, la mise en scène, me dit qu'il ne s'agit pas seulement de vol. Il s'agit d'humiliation, de rendre l'impossible réalité. » Il tapota pensivement le presse-papier. «
Le meurtrier veut nous faire croire à la magie. Mais Hercule Poirot ne croit pas à la magie, seulement à l'esprit et aux petits détails que les autres ignorent. Dehors, la neige était blanche et immobile, mais à l'intérieur de Greystone Hall, l'air était tendu comme du fil de fer. Hastings pensa que quelque part parmi ces gens se trouvait quelqu'un capable de tuer de sang-froid et de laisser derrière lui un mystère qui semblait défier les lois de la nature. Et Poirot, ordonné, patient, implacable, tirait déjà sur le premier fil qui pendait. Chapitre 4. Les fausses pistes. La tempête s'était calmée à midi, mais les routes restaient impraticables. Le gendarme du village, un jeune homme nommé Foster, arriva en raquette, les joues irritées par le froid, pour recueillir les dépositions et attendre l'arrivée de l'inspecteur Graves d'Exeter, dès que le temps le permettrait. Jusque-là, l'enquête était entièrement entre les mains de Poirot. À 1 heure, les invités s'étaient de nouveau réunis dans le salon, cette fois à la demande de l'agent Foster. Le grand feu crépitait dans la cheminée, mais l'air était loin d'être chaud. Les conversations étaient saccadées, les regards furtifs, et le tic-tac de l'horloge de la cheminée marquait les pauses tel un métronome patient. C'est le colonel qui a rompu le silence oppressant. « Croyez-moi, dit-il, sa voix grave résonnant dans la pièce lambrissée de chêne. Cela a été fait par quelqu'un qui connaissait la maison, connaissait le terrain et a eu le courage de frapper lorsque le temps lui offrait la couverture parfaite. Ou l'excuse parfaite, murmura Miss Foyle. Le regard du colonel se tourna vers elle, mais elle ne broncha pas. Poirot, assis dans un fauteuil, les jambes soigneusement croisées, les observait tous avec une curiosité polie. « Colonel, vous pensez que le tueur est l'un des nôtres ? Eh bien, c'est évident, non ? Aucune trace d'entrée ou de sortie. Nous étions tous à l'intérieur, sauf... » Il hésita, puis fit un signe de tête vers Julian Carrow. « Sauf peut-être toi, Carrow. » Les sourcils noirs de Carrow se haussèrent. « Moi ? De quoi tu parles ? Tu as rôdé dans la bibliothèque d'Alistair depuis ton arrivée. Et quand j'y suis allé hier soir, tu étais introuvable. »« J'étais dans ma chambre, » rétorqua Carrow. « Et pour votre information, colonel, mon intérêt pour la bibliothèque était professionnel. Sir Alistair possédait des manuscrits rares. Nous avons discuté affaire. » La voix de Lady Evelyn intervint, plus calme que jamais. « Je suis sûr que M. Carrow est capable de se défendre sans élever la voix. Je hausserai le ton si je veux, » rétorqua Carrow. « C'est un peu fort d'être accusé par un homme qui admet avoir entendu Alistair dans le couloir hier soir. »« Assez, » dit Poirot d'une voix douce, et la tension dans la pièce sembla retomber. « Laissons la police parler des accusations. Pour l'instant, parlons seulement des faits. Monsieur Carrow, vous nous dites que vous êtes resté dans votre chambre. Quelqu'un vous a-t-il vu ? » Carrow hésita. « Non. Mais personne ne vous a vu de la nuit non plus, colonel. » Le colonel rougit, mais avant qu'il puisse répondre, l'agent Foster s'éclaircit la gorge. « Pardonnez-moi, monsieur, mais nous avons trouvé ceci dans le local à chaussures. » De la sacoche qu'il portait en bandoulière, il sortit une paire de bottes en caoutchouc. Le cuir était noirci par l'humidité, et de petits amas de neige tassés s'accrochaient aux semelles. Un murmure parcourut la pièce. « À qui sont-ils » demanda Lady Evelyn. Foster semblait mal à l'aise. « Il y a les initiales J.C. gravées à l'intérieur. » Le visage de Carrow se vida. « Ils sont à moi. Je les ai apportés à cause du temps, mais je ne les ai pas portés depuis hier matin. Pourtant ils sont mouillés, » observa doucement Poirot, « et la neige est encore fraîche. Comment expliquez-vous cela, monsieur Carrow ? » Carrow déglutit. « Je ne sais pas. Quelqu'un a dû les prendre. » Le colonel renifla. « Une histoire bien commode. »« C'est la vérité. » La voix de Carrow s'éleva à nouveau. « Tu crois que je me suis faufilé jusque là-bas, que j'ai frappé Alistair à la tête, et puis... Quoi ? Que j'ai disparu dans la nature ? Ridicule. »« Pas ridicule, » dit doucement mademoiselle Foyle. « Juste très intelligent. » Pendant un instant, le seul bruit était le crépitement du feu. Poirot se leva et ajusta le pli de son pantalon. « Il ne faut pas être trop prompte, mademoiselle, à qualifier d'intelligent.
ce que nous ne comprenons pas encore. Parfois, ce qui paraît le plus compromettant est précisément ce que nous sommes censés voir. Son regard se posa sur Caro. « Tu dis que tu ne portais pas les galoches. Alors dis-moi, où les as-tu rangées ?»« Dans le local à chaussures, comme tout le monde. »« Déverrouillé ? » ?»« Bien sûr. » « Ce n'est pas comme si... » Caro s'arrêta, comprenant trop tard ce que cela impliquait. « Exactement, » dit Poirot. « N'importe qui aurait pu les emprunter. Même... » Et il laissa son regard parcourir lentement la pièce. « La personne qui souhaite maintenant vous voir pendu. » Lady Evelyn prit une inspiration. De surprise ou d'agacement, c'était difficile à dire. Hastings, observant depuis un coin, se souvenait d'un échiquier en plein milieu d'une partie, les pièces se déplaçant, les positions changeant, chaque joueur cachant son véritable objectif. « Dites-moi, monsieur Caro, » continua Poirot, « cette affaire que vous avez eue avec Sir Alistair était-elle conclue ?» Caro hésita. « Non. Nous étions en pleine négociation. Il avait un manuscrit que je voulais... la chronique de Saint-Avite. Mais nous n'avions pas convenu d'un prix. »« Ah, encore la fameuse chronique, » murmura Poirot. « Et maintenant, elle a disparu. » Les yeux de Caro s'écarquillèrent. « Disparu ? Tu ne veux pas dire ?» ?»« Oui. » Sortit de son étui. Mademoiselle Foyle se pencha en avant. « Alors le mobile est évident, n'est-ce pas ? Un vol. »« Pas si évident, » dit Poirot. « Pourquoi tuer cet homme de cette manière, dans un tel endroit, avec autant de théâtralité ? Si le vol était le seul mobile, il aurait pu être commis discrètement, sans neige, sans trace de pas. À moins que, dit Lady Evelyn d'un ton mesuré, le tueur ait voulu nous distraire du vol. Ou, rétorqua Poirot, de suggérer que le vol était le mobile alors que ce n'était pas le cas. L'agent Foster s'agita, mal à l'aise. « Pardon, monsieur, mais j'ai l'impression que nous courons après des ombres. » Poirot sourit faiblement. « Ah, mais dans l'ombre, agent, on voit la forme de la chose qui les projette. » Il laissa les mots reposer avant de les renvoyer pour le déjeuner. Ils mangèrent dans un silence presque total, le tintement des couverts résonnant en l'absence de conversation. Poirot, assis à côté d'Hastings, semblait absorbé par sa truite, mais Hastings en connaissait les signes. Le léger plissement des yeux, le léger frottement des doigts de son ami sur le linge. Poirot réfléchissait. Après cela, Poirot s'excusa et se rendit seul au vestiaire. Hastings, incapable de résister, le suivit à distance. La pièce était petite, l'air sentant vaguement le cirage et la laine humide. Des rangées de bottes et de chaussures étaient soigneusement disposées contre un mur. Manteaux et écharpes étaient suspendus à des patères au-dessus. Poirot s'agenouilla pour examiner l'endroit où les galoches de Caro avaient été retrouvées. « Remarquez, Hastings, la silhouette subtile dans la poussière, ici plus grande que les bottes de Caro. Celui qui les portait avait des pieds plus grands, et pourtant il avait choisi ces galoches. Pourquoi ? Peut-être parce qu'elles étaient pratiques, peut-être parce qu'elles risquaient d'impliquer quelqu'un d'autre. « Et la neige dessus ?» demanda Hastings. Poirot ramassa une petite motte de neige sous la semelle de sa main gantée. « Pas la fine poudre de la cour. Celle-ci est plus grossière, plus granuleuse. Elle est tombée plus tôt dans la nuit. La neige de la cour est tombée plus tard, recouvrant entièrement la couche plus grossière. » Hastings fronça les sourcils. « Ce qui veut dire que les galoches n'étaient pas du tout portées dans la cour ?»« Exactement, mon ami. On les portait ailleurs sur le terrain avant la dernière chute de neige, peut-être pour aller chercher quelque chose, peut-être pour cacher quelque chose, mais pas pour commettre le meurtre. Alors Caro est tiré d'affaire ? » Les yeux de Poirot brillèrent. « En sécurité ? » ?»« Non. Il souhaitait toujours le manuscrit. Il avait encore une chance. Mais cet indice précis, il était bien placé. Une fausse piste, comme disent les Anglais. Un harengue rouge. »« Une fausse piste, » corrigea automatiquement Hastings. « Exactement, » dit Poirot. « Et maintenant, il faut que je voie d'à qui profite le plus ce harengue. » En fin d'après-midi, le ciel s'assombrissait déjà, la neige bleuissant à l'extérieur sous la lumière, déclinante. À l'intérieur, la situation avait de nouveau changé. Caro n'avait plus l'air provocateur. Il paraissait plutôt calme,
comme si le poids de la suspicion pesait sur lui. Le colonel, quant à lui, semblait presque trop empressé de discuter de la question à la moindre occasion. Miss Foyle demeurait une observatrice silencieuse, tandis que Lady Evelyn, d'un sang-froid impeccable, trahissait dans ses yeux une légère lueur de calcul. Poirot se déplaçait parmi eux comme un chef d'orchestre, laissant chaque note résonner à son tour, mais ne révélant jamais la mélodie vers laquelle il les attirait. Quelque part, dans ce réseau d'alibis, de regards et de galoches mal placés, se trouvait la vérité, et Poirot, avec ses petites cellules grises, commençait à en entrevoir les contours. Chapitre 5. Un indice dans la neige. Le lendemain matin, le temps était froid et calme. Le vent s'était calmé pendant la nuit, laissant l'air vif et parfaitement clair, et la neige recouvrant le terrain était lisse et intacte, à l'exception d'une unique trace inexplicable dans la cour. Poirot s'était levé plus tôt que d'habitude. Lorsque Hastings descendit, enfilant son pardessus, il trouva son ami déjà dans la bibliothèque, debout devant les portes-fenêtres verrouillées, ses petites mains jointes dans le dos. « Tu comptes y retourner » demanda Hastings. « Mais naturellement, mon ami, » répondit Poirot sans se retourner. « La scène est comme une page d'un livre. Il faut la lire plusieurs fois pour en comprendre le sens. » Bleat, appelé avec une clé, ouvrit les portes. Le froid s'abattit comme une gifle, et Poirot s'avança délicatement sur la terrasse, Hastings sur ses talons. Le corps avait disparu, bien sûr, mais les empreintes de pas subsistaient, une seule ligne droite partant du seuil vers le centre de la cour, s'achevant brusquement comme si le promeneur avait pris son envol. Cette vision donnait encore le vertige à Hastings. « Comment quelqu'un pourrait-il » commença-t-il. Poirot leva la main. « Ne le dis pas, Hastings. Nous ne devons pas commencer à nous interroger sur le comment avant d'avoir appris à douter du quoi. » Il se dirigea vers la première gravure, juste derrière les portes. Observez. Profonde, nette, chaque pas espacé d'un pas. Sir Alister était un homme solidement bâti. Ses gravures sont conformes à nos attentes. Ils avancèrent sur le sentier. À la 6e ou 7e marche, Poirot s'arrêta. « Et maintenant, que voyez-vous » Hastings s'accroupit. « Ils sont moins profonds. Pas aussi profonds qu'avant. »« Précisément. Et ici ?» Poirot indiqua l'empreinte suivante. La marque du talon est faible, l'orteil plus profond, comme s'il était penché en avant, soutenu peut-être, ou qu'il faisait un pas plus court. Les empreintes continuèrent ainsi pendant 4 étapes supplémentaires, puis plus rien. Juste la surface, cristalline et impeccable de la neige. Poirot resta immobile, scrutant la blancheur environnante. Son regard se posa sur une petite tache à environ 60 cm à droite de l'empreinte finale. « Hastings, regarde bien ici. » Hastings s'agenouilla de nouveau. Au début, il ne vit rien, puis c'est plus plat que le reste, comme si on avait appuyé dessus. La moustache de Poirot frémit. « Une planche, mon ami. Une planche large et plate posée sur la neige pour supporter le poids sans laisser de traces. Depuis la dernière marche, notre meurtrier a marché sur la planche, a soulevé ou traîné le corps, puis s'est retiré le long de celle-ci. Mais le tableau ne laisserait-il pas des traces ? Pas si on le soulève avec précaution à la fin et qu'on l'emporte. » Hastings fronça les sourcils. Le tueur aurait donc pu retourner à la maison sans laisser de traces. Ou bien, dit Poirot, il s'est rendu dans une autre partie du parc. Le tableau aurait pu servir à effacer des empreintes, et pas seulement à les éviter. Ils se déplacèrent lentement en cercle autour de l'endroit où le corps gisait. Rien ne manqua aux yeux de Poirot. Une légère empreinte dans la neige près de la dernière empreinte de la botte gauche, un minuscule morceau de velours vert accroché à un congère à hauteur du genou. « Du velours !» dit Hastings en le prenant des mains gantées de Poirot. « Ça pourrait venir d'un rideau, peut-être. Ou un vêtement, » dit Poirot pensivement. « Remarquez la couleur. Un vert profond. Qui parmi nous porte une telle teinte ? Lady Evelyn portait une robe de soirée vert foncé hier soir. » Poirot hocha légèrement la tête. Le gilet du colonel Ashworth aussi.
et le manteau d'hiver de mademoiselle Foyle est en laine verte, mais pas en velours. Le morceau aurait pu être là avant, mais je ne le pense pas. » Ils poursuivirent leur examen, progressant lentement vers le mur du fond de la cour. Le souffle d'Hastings résonna dans l'air froid. Poirot s'arrêta de nouveau, cette fois près du mur. « Voilà quelque chose, mon ami. Tu vois comme la neige est légèrement affaissée ici, comme si un poids s'exerçait dessus. » Hastings suivit son regard vers le haut. « Une fenêtre. Oui, une des petites fenêtres de service du couloir du grenier. Si on y descendait quelque chose, une corde par exemple, elle pourrait toucher cet endroit. Mais ce n'est pas près de l'endroit où le corps a été retrouvé. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Non, ce qui signifie soit que cette marque n'a aucun rapport, soit que la scène était plus élaborée qu'on ne l'imagine. » À leur retour, les invités étaient rassemblés autour du feu, l'air chargé de tension. Poirot, toujours vêtu de son pardessus, les observa tour à tour. « Mesdames et messieurs, dit-il, je suis retourné dans la cour. Il y a là des choses qui parlent, si l'on a l'oreille pour écouter. » Caro, qui semblait avoir peu dormi, eut un petit rire. « Et qu'est-ce qu'ils disent? Que je suis coupable? » ?»« Pas du tout, monsieur. On dit que quelqu'un a voulu nous faire croire à l'impossible, des empreintes qui disparaissent. Mais il n'y a pas de magie ici, seulement de la tromperie. La neige a été altérée, les empreintes ont été effacées. »« Effacées ?» répéta mademoiselle Foyle. « Oui, avec une planche plate, comme on en trouve dans n'importe quelle maison de campagne. Le meurtrier a posé les dernières marches, puis a effacé toute trace de ses propres mouvements. » Lady Evelyn fronça légèrement les sourcils. « Mais pourquoi se donner tant de mal ? » ?»« Pour nous retarder, madame, pour nous occuper l'esprit du comment, afin que nous ne nous posions pas la question du pourquoi. » Le colonel Ashworth grogna. « Eh bien, c'est quand même ce qui compte. À qui profite la mort d'Alistair ?» Le regard de Poirot se porta sur plusieurs visages. « Telle est la question, colonel. Et bientôt, je pense, la réponse commencera à prendre forme. » Plus tard, dans le calme du petit salon, Hastings coinça Poirot. « C'est donc une illusion, comme vous le soupçonniez depuis le début. »« Oui, Hastings. Le meurtre n'a pas eu lieu là où nous avons trouvé le corps. Il a été frappé ailleurs, transporté dans la cour et placé là pour créer cette énigme. » « Et le tableau ?»« Utilisé pour effacer les traces du tueur. Astucieux, certes, mais une telle astuce laisse toujours des traces. » Hastings se pencha en arrière. « Alors tu penses que le tableau est toujours quelque part dans la maison ?» Poirot sourit faiblement. « S'il n'a pas été brûlé dans le feu, oui. Et quand je le retrouverai, je retrouverai aussi la main qui l'a porté. Et le morceau de velours. »« C'est une question de proximité, » dit Poirot. « En transportant un corps, le meurtrier a frôlé le banc de neige et a laissé une partie de ses vêtements. Cela nous indique que le tueur portait du velours. Mais le velours peut être emprunté ou volé. »« Tu veux dire qu'ils auraient pu planter ça aussi ?» ?»« Exactitude. Il faut considérer chaque indice à sa place et dans sa relation avec les autres. » Le soir, la maison était plus calme, les invités restant généralement dans leur chambre. Poirot, cependant, ne restait pas inactif. Il fit un tour discret du hall, inspectant les placards, les arrière-cuisines et même les appartements des domestiques. Dans la buanderie, il trouva une étroite planche de bois, récemment humide d'un côté. Bleeth, sommé de s'expliquer, affirma qu'elle avait été prise dans la cabane du jardinier la veille au matin et rapportée tard la veille au soir. « Qui l'a pris ?» demanda Poirot. Le majordome hésita. « Je ne sais pas, monsieur. Il était là hier matin quand j'ai récupéré du charbon. Quand je suis repassé après le dîner, il avait disparu. » Poirot hocha lentement la tête. « Et maintenant, il réapparaît. C'est intéressant. » Cette nuit-là, tandis qu'Hastings se préparait à se coucher, Poirot se tenait à la fenêtre, contemplant la cour éclairée par la lune. Les empreintes étaient toujours là, chaque ombre sombre dans la neige, éclatante sous la lumière argentée. « La neige est un témoin patient, Hastings, » dit-il doucement. « Elle enregistre ce qu'on lui fait, mais elle ne nous dit pas pourquoi. Ça, mon ami, nous devons l'apprendre des gens, et les gens, hélas, sont bien moins honnêtes. » Chapitre 6. D'autres mensonges font surface.
Au 3e jour de confinement sous la neige, l'atmosphère à Greystone Hall était devenue aussi tendue qu'une corde de violon. Les repas étaient discrets, les conversations saccadées et l'air lourd de questions non formulées. Poirot, cependant, se déplaçait avec un calme serein, comme si cette tension était un accompagnement des plus agréables à son chocolat du matin. La police d'Exeter n'était toujours pas arrivée. L'agent Foster resta dans la maison, s'efforçant de maintenir l'ordre, même s'il était clair qu'il s'en remettait à Poirot pour les questions liées à l'enquête. Ce fut le matin de ce 3e jour que Poirot déclara qu'il allait rectifier le tir. « Mon ami, dit-il à Hastings après le petit déjeuner, la première version des événements que les gens vous racontent est toujours celle qu'ils veulent vous faire croire. C'est poli, sûr et très souvent faux. Nous allons maintenant commencer à entendre le 2e version, celle qu'ils ont essayé de garder dans l'ombre. »« En leur demandant à nouveau ?» demanda Hastings. Les yeux de Poirot pétillèrent, en leur posant la question différemment. 1. Lady Evelyn Greystone. Lady Evelyn reçut Poirot dans son salon privé, un espace élégant surplombant les jardins à l'est. Elle était impeccablement vêtue d'une robe du matin gris tourterelle, mais Hastings crut déceler des taches sombres sous ses yeux. « Madame, » commença Poirot avec une petite révérence, « nous avons déjà parlé de la dernière soirée de votre mari. Vous m'avez dit que vous vous étiez couché tôt. »« Oui, » dit-elle d'un ton neutre. « Je suis allé dans ma chambre avant 10 heures et je ne l'ai quitté que le matin. »« Pardonnez-moi, mais ce n'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas ?» Sa main se serra sur l'accoudoir de son fauteuil. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, madame, que votre femme de chambre vous a vu descendre l'escalier de service à 11h30. Elle a supposé que vous étiez allé chercher quelque chose à la bibliothèque. » Lady Evelyn leva le menton. « Si j'y suis allé, c'était uniquement pour parler à mon mari. Nous avions des affaires en suspens. »« À propos de la chronique de Saint-Avit. » Une légère hésitation. « Il avait promis de le vendre, puis a changé d'avis. J'ai voulu le convaincre du contraire. Et toi ? » ?»« Non. » Son regard se durcit. « Il pourrait être obstiné. » Poirot inclina la tête, comme satisfait, bien que Hastings puisse voir le calcul derrière son regard. 2. Colonel Henry Ashworth. Le colonel a été retrouvé dans la salle de billard, pratiquant des coups longs avec une force inutile. « Colonel, » dit Poirot d'un ton doux, « vous m'avez dit que vous étiez allé vous coucher à 10h30. Pourtant, vous avez entendu Sir Alister dans le couloir plus tard. C'est vrai. On aurait dit qu'il discutait avec quelqu'un. Et tu n'as pas reconnu l'autre voix ? Non. Ça aurait pu être Caro. Ça aurait pu être n'importe qui. Mais tu as encore quitté ta chambre, n'est-ce pas ? » La bille blanche sauta par-dessus la bande et roula au sol. Le colonel se baissa pour la récupérer, ce qui prit plus de temps que nécessaire. « Je suis peut-être sorti un instant. J'ai cru entendre quelque chose dans la cour. Mais ce n'était rien. »« Rien ?» répéta doucement Poirot. « Une ombre peut-être. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. » 3. Mademoiselle Margaret Foyle. La gouvernante les a rencontrés dans la salle de classe, rangeant les livres tout en parlant. « Tu étais à la bibliothèque à 11h, lui rappela Poirot. « Tu as vu une ombre passer la porte-fenêtre. »« Oui, je te l'ai dit. Mais vous n'avez pas mentionné que le feu venait d'être attisé. » Les mains de mademoiselle Foyle s'immobilisèrent. « Je ne pensais pas que cela avait d'importance. Au contraire, la personne qui a ajouté du charbon à ce feu était dans la bibliothèque après le départ du reste de la maisonnée. Et vous, mademoiselle, vous avez l'habitude de noter chaque petit détail, n'est-ce pas ?» Ses lèvres s'incurvèrent en un sourire ironique. « Vous avez raison. J'ai vu le docteur March quitter la bibliothèque juste avant que j'y entre. Il avait l'air préoccupé. » 4. Docteur Lionel March. Le docteur était dans la véranda inspectant les palmiers en pot. « Docteur, » dit Poirot, « on vous a vu quitter la bibliothèque peu avant 11h la nuit du meurtre. » March ajusta ses lunettes. « Oui, Sir Alister m'a demandé de lui apporter des documents de mon dossier, des certificats médicaux concernant sa goutte. » À 11h du soir. March hésita. Il souffrait. J'ai pensé que ces informations pourraient pour l'aider.
Le regard de Poirot était fixe. « Et tu l'as laissé là, seul ?» ?»« Je crois que oui. Je suis allé directement dans ma chambre. »« Pourtant, on vous a vu traverser le couloir arrière 10 minutes plus tard. » La bouche de March se serra. « J'ai entendu du bruit dans la cour. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Il neigeait abondamment. Je n'ai rien vu d'autre. » 5. Julian Caro. Poirot trouva Caro dans le fumoir, regardant le feu d'un air maussade. « Monsieur. »« Caro, commença Poirot, vous êtes soupçonné à cause des galoches. Laissons cela de côté un instant. Parlez-moi plutôt de votre dernière conversation avec Sir Alister. » Caro soupira. « Il m'a dit qu'il ne me vendrait jamais la chronique. Il a dit que c'était le couronnement de sa collection. Je l'ai prévenu qu'il le regretterait. » Des mots forts. Je voulais simplement dire que les temps changent et que les valeurs évoluent. Poirot se pencha en avant. « Où étais-tu à minuit ?»« Dans ma chambre. Et oui, j'ai entendu l'horloge sonner. »« Avez-vous également entendu des voix ?» Caro secoua la tête. « Non, seulement le vent. » 6. Clara Whitcomb. Le compagnon était dans le petit salon, brodant avec une précision calme. « Mademoiselle, » dit Poirot, « vous êtes la dépositaire des confidences de Lady Evelyn. Vous a-t-elle confié les intentions de son mari pour la chronique ?» Clara ne leva pas les yeux de son œuvre. « Elle m'a dit qu'il refusait de la vendre. Elle était déçue. Elle espérait que l'argent pourrait régler certaines questions privées. Des dettes. » L'aiguille de Clara s'immobilisa en plein vol. « Je ne saurais dire. »« Mais tu les connais. » Elle reprit sa couture. « Je sais seulement que Lady Evelyn était troublée. » Une fois la série de conversations terminée, Poirot conduisit Hastings dans le petit bureau attenant à la bibliothèque et ferma la porte. « Alors ?» demanda Hastings. « Ils ont tous changé d'histoire. »« Naturellement, » dit Poirot. « La première histoire était pour se protéger. La seconde, c'est pour protéger quelqu'un d'autre. » Hastings fronça les sourcils. « Tu veux dire qu'ils mentent l'un pour l'autre ? Dans certains cas, oui. Dans d'autres, ils mentent pour dissimuler des faits qu'ils jugent sans importance, mais qui peuvent être tout à fait pertinents. Comme le colonel qui sort dans la cour. » Poirot hocha la tête. « Ou le médecin à la bibliothèque à 11 heures. Ou Lady Evelyn dans l'escalier de service. Toutes ces choses, Hastings, sont des pièces du même puzzle. » « Et la chronique ? L'un d'eux n'aurait-il pas pu la voler ? Et tu as tué Sir Alister ?» Poirot leva le doigt. « Peut-être, mais il faut tenir compte de la psychologie. Frapper un tel coup, de cette manière, puis mettre en scène, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un qui agit sous le coup de la passion. C'est un esprit qui planifie, qui se délecte des erreurs. » Hastings jeta un coup d'œil vers la bibliothèque. « Et tu crois savoir à qui appartient cet esprit ?» Poirot sourit faiblement. « Je crois que je commence à comprendre. » Ce soir-là, Poirot s'attarda dans la bibliothèque après que les autres furent rentrés dans leur chambre. Hastings, depuis l'embrasure de la porte, le vit caresser délicatement du bout des doigts la vitrine vide où se trouvait autrefois la chronique. « Voyez-vous, Hastings, » dit doucement Poirot, « les livres ont une histoire, comme les gens. Ils passent de main en main, chacun laissant une trace. Si je peux retracer le parcours de la chronique, je pourrai retrouver la main qui a tué Sir Alister. Et les empreintes de pas ? Ils me guideront aussi, même s'ils finissent dans la neige, ils commencent dans l'esprit. » Le vent se leva de nouveau cette nuit-là, faisant vibrer les fenêtres et gémissant dans les cheminées. Mais dans l'esprit de Poirot, Hastings le savait, la tempête était calme. Chaque fait, chaque contradiction prenait sa place dans le paysage ordonné des petites cellules grises. Quelque part parmi les histoires altérées et le manuscrit disparu, la vérité attendait. Et Poirot, comme toujours, avait bien l'intention de la trouver. Chapitre 7. Le tournant émotionnel. La neige avait recommencé à tomber au petit matin, une fine chute régulière qui étouffait tous les bruits et brouillait les contours du monde extérieur, à Greystone Hall. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue et fragile. Chaque conversation ressemblait au premier coup d'une partie d'échecs, prudente et pleine d'intention. Poirot avait passé la matinée à méditer solitairement dans la bibliothèque,
se réchauffant soi-disant au coin du feu, mais en réalité, il organisait et réorganisait mentalement les fragments de faits et de fiction accumulés ces derniers jours. Hastings, arpentant la pièce au fond, reconnut les signes, le silence, le léger tapotement d'un doigt manucuré sur l'accoudoir du fauteuil, les yeux mi-clos. À 10 heures, Poirot se leva et demanda à Bliss de convoquer Lady Evelyn, le colonel Ashworth et Julian Carrow au salon. Hastings le suivit, curieux de voir ce qui se tramait. Une confrontation dans le salon. Les trois invités arrivèrent avec plus ou moins de sang-froid. Lady Evelyn était impeccable dans une robe de laine vert foncé, de la même teinte que le morceau de velours que Poirot avait trouvé dans la neige. Carrow paraissait méfiant, son regard allant de Poirot au colonel, comme pour jauger lequel représentait la plus grande menace. Le colonel Ashworth entra le dernier, la mâchoire serrée, la démarche un peu trop posée. « Mes amis, commença Poirot, je voudrais parler de petites choses. D'un morceau de velours, par exemple. » Il le tint entre le pouce et l'index. Les yeux de Lady Evelyn clignèrent presque imperceptiblement. Celui du colonel resta fixe. Les lèvres de Carrow se pincèrent. Ce morceau a été retrouvé dans la cour, près de l'endroit où reposait le corps de Sir Alister. Il pourrait provenir d'une robe, d'un manteau, d'un gilet. Il aurait pu être là avant la nuit du meurtre. Mais je ne le pense pas. « Tu veux dire que tu penses que ça vient de l'un d'entre nous ?» dit Carrow. Poirot inclina la tête. « C'est possible. Lady Evelyn, vous possédez un tel vêtement, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, dit-elle d'un ton neutre, mais ça ne prouve rien. Je n'étais pas dans la cour. »« Non, acquiesça Poirot, mais un morceau de tissu peut voyager, n'est-ce pas ? On peut l'emprunter, l'emporter, le voler. » La voix du colonel était rauque. « Si tu as quelque chose à m'accuser, dis-le franchement, mec. » La moustache de Poirot se contracta. « Patience, colonel. Les accusations sont pour la police. Je m'intéresse à la vérité, et la vérité se trouve souvent dans ce que les gens ne veulent pas dire. » Il laissa le silence s'éterniser jusqu'à devenir inconfortable. Carrow remua sur son siège. Le regard de Lady Evelyn se tourna vers le feu. Les doigts du colonel tambourinèrent sur son genou. « Parlons du temps, » poursuivit Poirot. « À quelle heure précise Sir Alister a-t-il été frappé ? Le docteur March pense que c'était avant minuit. Nous savons que plusieurs d'entre vous n'étaient pas dans leurs appartements alors qu'ils prétendaient y être. Et nous savons, n'est-ce pas, colonel, que vous êtes sorti. » Les yeux du colonel se plissèrent. « Je vous l'ai dit, j'ai cru voir quelque chose. Et qu'est-ce que tu as vu ?» Il y eut un silence. Une lumière, dans la cabane du jardinier. Carrow émit un petit rire incrédule. Par ce temps-là, absurde. Le colonel se tourna vers lui. « Je sais ce que j'ai vu. » La voix de Poirot était douce. « Et vous avez enquêté ?»« Non. Il est tombé en panne avant mon arrivée. » Lady Evelyn prit soudain la parole. « Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit plus tôt ?»« Parce que, » dit le colonel, « cela ne semblait pas important. » La fissure apparaît. C'est alors que Poirot reporta son regard sur Carrow. « Monsieur Carrow, où étiez-vous à ce moment-là ? Le colonel voit une lumière dans le hangar. Que faisiez-vous » Le regard de Carrow allait d'un visage à l'autre. « J'étais dans ma chambre. »« Seul ?»« Oui. »« Personne pour te voir ?»« Non. » Poirot hocha la tête comme satisfait, puis « Et pourtant, monsieur, les galoches étaient mouillées. Non pas par la neige fine de la cour, mais par la neige grossière d'avant minuit. Une neige comme on en trouve autour de la cabane du jardinier, à l'abri de la nouvelle chute. » Il y eut un moment de silence. Puis la voix de Carrow se brisa, légèrement. « D'accord, je suis sorti, mais pas au hangar. Ou alors, aux écuries. J'avais besoin d'air. À minuit, la voix de Lady Evelyn était sèche. « Pendant cette tempête ?» Je n'arrivais pas à dormir, dit Carrow. Je pensais à la chronique. Je savais qu'Alister ne me le vendrait jamais. Je voulais me changer les idées. Les yeux de Poirot brillèrent. Saviez-vous, monsieur, que la chronique a disparu ? Carrow hésita. Oui. Comment le saviez-vous ? Cela n'a pas été annoncé.
Le silence s'éternisa. Finalement, Caro dit « Parce que j'ai vu la valise vide, le lendemain matin, avant que vous n'en parliez. » « Ah !» dit doucement Poirot, « et pourtant tu n'as pensé à en parler à personne. » Les épaules de Caro s'affaissèrent. « M'aurais-tu cru ?» Admission privée. Lorsque les autres furent partis, Poirot et Hastings restèrent dans le salon. « Voyez-vous, Hastings, » dit Poirot, « une petite poussée, et la vérité éclate même si elle n'est pas complète. Monsieur Caro admet être dehors. Il admet avoir vu la chronique disparaître. Mais il ne l'admet pas. Pourquoi ? Tu penses qu'il l'a pris ? Poirot secoua la tête. S'il l'avait fait, il ne serait pas là. Non, il l'a vu disparaître car il est allé le chercher et l'a constaté. Et le colonel ? Cette lumière dans le hangar ? Poirot sourit faiblement. Un homme qui a servi dans l'armée remarque ce genre de choses. La lumière était suffisamment importante pour qu'il la grave dans son esprit, mais pas assez, dit-il, pour qu'il l'examine. C'est une contradiction, Hastings. Plus tard dans la soirée. Ce soir-là, tandis que le dîner était servi, la tension était palpable. Caro évitait le regard du colonel. Lady Evelyn parlait peu. Miss Foyle les observait tous avec une attention calme et perçante qui n'échappa pas à Poirot. À mi-repas, Clara Whitcomb laissa tomber sa fourchette. Elle heurta son assiette avec un bruit sec et elle sursauta visiblement. « Mes excuses, » murmura-t-elle, mais le regard de Poirot s'aiguisa. « Quelque chose vous tracasse, mademoiselle ?»« Non, » répondit-elle rapidement. « Je suis simplement fatiguée. » Mais plus tard, lorsque les autres se furent retirés, Poirot la trouva dans le petit salon, sa broderie intacte. « Tu es troublée ?» dit-il doucement. Elle hésita. « Ce n'est pas mon rôle. » Néanmoins, elle leva les yeux brillants. « J'ai vu quelqu'un, monsieur Poirot. La nuit où Sir Alister est mort. Continue. » Il était un peu plus de 11 heures. J'étais allé chercher du fil dans ma boîte à ouvrage au salon. J'ai vu Lady Evelyn vêtue de son manteau de velours vert. Elle se dirigeait vers la bibliothèque. Poirot laissa échapper un long soupir. « Et tu ne l'as pas dit avant parce que Lady Evelyn a été gentille avec moi. Je ne voulais pas l'impliquer. » Poirot inclina légèrement la tête. « Merci, mademoiselle. Ce que vous avez dit ne sera pas oublié. » Alors que Hastings et Poirot retournaient dans leurs appartements, Hastings dit « Eh bien, ça change les choses. Lady Evelyn dans la cour, un manteau de velours, un manuscrit manquant, tout cela s'additionne. » Le sourire de Poirot était énigmatique. « Ça ne tient la route, mon ami, que si tu le souhaites. Mais attention à la somme trop parfaite. Elle peut être calculée pour tromper. » Chapitre 8. Le piège est tendu. Le lendemain matin, pâle et cassant, le ciel était de porcelaine délavée et le soleil semblait impuissant. La neige avait cessé, laissant une croûte croustillante sur les congères de la cour, mais les routes restaient impraticables. À l'intérieur de Greystone Hall, l'air était chargé, comme si un courant invisible circulait d'une personne à l'autre, mettant les nerfs à vif. Hastings trouva Poirot au petit secrétaire de sa chambre, en train de ranger une pile soignée de notes et de petits objets curieux. Un morceau de velours vert, une clé en laiton, une enveloppe déchirée et une paire de lunettes. « Tu as été très occupé, » dit Hastings en s'appuyant contre le cadre de la porte. Poirot sourit faiblement. « C'est dans ma nature, mon ami. Il faut préparer l'échiquier avant les derniers coups. » « Les derniers coups ? Tu veux dire que tu es sur le point de résoudre le problème ? » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Je suis sur le point de forcer le meurtrier à résoudre l'affaire pour moi. » Le plan de Poirot. Après le petit déjeuner, Poirot invita tous les invités à se rassembler à la bibliothèque à 11 heures. Ils arrivèrent dans des états divers de curiosité et de suspicion. Lady Evelyn, calme mais pâle. Le colonel Ashworth, fanfaron mais méfiant. Caro, les lèvres pincées, Miss Foyle vigilante, Clara Whitcomb, posée, et le docteur March toujours aussi correct et poli. Poirot s'adressa à eux avec sa courtoisie habituelle. « Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble depuis plusieurs jours.
depuis la mort tragique de Sir Alistair. La police tarde, mais nous ne pouvons pas attendre. Il y a des choses à clarifier. » Il se tourna vers Blythe, qui se tenait discrètement près de la porte. « Blythe, veux-tu aller chercher la planche de bois à la buanderie, s'il te plaît ?» Le majordome revint quelques instants plus tard, portant la planche que Poirot avait trouvée humide la veille. « Voyez-vous » poursuivit Poirot. « Cela servait à marcher sur la neige sans laisser de traces. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Et celui qui l'a utilisé a mis en scène la scène dans la cour. » Caro se tortilla, mal à l'aise. « Tu dis que tout était arrangé ?» ?»« Exactement. Les empreintes qui s'arrêtent brusquement sont celles de Sir Alistair, mais placées là alors qu'il était déjà mourant ou mort. Le meurtrier a marché sur la planche pour le porter, puis l'a soulevé, ne laissant que la trace impossible. » La voix de Lady Evelyn était calme. « Et en quoi cela nous aide-t-il, monsieur Poirot ? Cela nous dit que le meurtrier souhaitait nous distraire avec le comment, afin que nous ne regardions pas de trop près le pourquoi. » Le premier mouvement Poirot posa soigneusement l'échiquier et recula. « Ce matin, nous allons faire une petite expérience. Chacun de vous marchera sur l'échiquier pendant que je le place, portant un poids similaire à celui de Sir Alistair. Nous verrons comment vous vous en sortirez. » Le colonel Ashworth fronça les sourcils. « On dirait un jeu de société. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Mais non, colonel, ce n'est pas un jeu. C'est l'occasion pour la vérité de se révéler. » Un par un, les invités obéirent, montant sur la planche selon les instructions précises de Poirot. Le poids, une lourde mallette en cuir remplie de bois de chauffage, était gênant, et certains peinaient plus que d'autres. Hastings remarqua que Poirot observait non pas leur habileté physique, mais leur réaction, le regard nerveux, le rire forcé, la mâchoire crispée. Quand ce fut le tour de Lady Evelyn, elle prit le poids calmement, monta sur la planche et se déplaça avec une aisance surprenante. Poirot ne dit rien, se contentant d'un hochement de tête courtois lorsqu'elle lui rendit la mallette. Caro, en revanche, était maladroit, faillit perdre l'équilibre une fois, et marmonnait dans sa barbe. « Quelle folie !»« Merci, monsieur, » dit Poirot, comme si l'affaire était conclue. Le deuxième mouvement. Après la démonstration, Poirot les invita à prendre un café dans le salon. Sur le plateau d'argent que Blythe portait, à côté du service à café, se trouvaient 2 petits verres de cognac. Hastings fronça les sourcils. « C'est inhabituel à cette heure-ci. »« Exactement, » murmura Poirot. « Les gens remarquent des choses inhabituelles. Ils se demandent pourquoi. Et ce questionnement leur fait parfois oublier. » Il offrit un brandy au docteur Marsh, qui accepta sans commentaire, et l'autre à Caro, qui déclina. « Ne touchez jamais à ce truc avant midi, » dit Caro. Poirot inclina la tête, mais Hastings vit une lueur dans les yeux de son ami. Il oublia sa remarque. Tandis qu'ils sirotaient leur café, Poirot sortit la clé en laiton de sa poche. « Cette clé, mes amis, a été trouvée dans le bureau de la bibliothèque. C'est le double de l'armoire vitrée où Sir Alistair conservait ses manuscrits les plus précieux. Elle n'appartient ni au majordome, ni à Lady Evelyn. Qui donc l'a utilisée ? » Silence. Les yeux se déplaçaient subtilement d'un visage à l'autre. « C'était moi, » dit soudain Clara Whitcomb. Sa voix était faible, mais elle brisa le silence. « Je l'ai emprunté il y a 15 jours pour aller chercher un volume que Lady Evelyn voulait montrer à un invité. J'ai oublié de le rendre. » « L'as-tu réutilisé la nuit où Sir Alistair est mort ? » ?»« Non, je le jure. » L'expression de Poirot était indéchiffrable. « Peut-être. Mais l'armoire n'a pas été forcée, et la clé a été laissée sur place. Celui qui a pris la chronique l'a fait sans paniquer. » Le troisième mouvement. Dans l'après-midi, Poirot prit Hastings à part. Le brandy, la planche, la clé... Tout cela est un petit coup de pouce, Hastings. J'observe leur réaction. « Et qu'as-tu vu ?»« Assez pour savoir où se trouve la vérité. Mais il y a encore une chose. Ce soir, après le dîner, nous poserons le piège final. » Tension du soir. Ce soir-là, le dîner fut tendu. La conversation trébucha. Les fourchettes tintaient sur la porcelaine avec une précision surnaturelle. Poirot, assis au centre, était l'image même de la simplicité.
mais rien ne manquait à son regard. Une fois le repas terminé, il les invita tous une fois de plus à la bibliothèque. « Mesdames et messieurs, j'ai ici quelque chose qui appartient au meurtrier. » Il sortit de sa poche l'enveloppe déchirée qu'Hastings avait vue plus tôt. L'écriture était grasse, penchée, indéniablement masculine. « Ceci, dit Poirot, a été trouvé dans la cabane du jardinier. Il contenait autrefois une lettre d'un marchand londonien proposant une somme considérable pour la chronique de Saint-Avit. Le cachet de la poste date de 3 jours avant la mort de Sir Alister. » Les yeux de Lady Evelyn s'écarquillèrent, la mâchoire de Carreau se serra, les sourcils du colonel se froncèrent. « Qui a laissé ça dans la remise ?» La voix de Poirot était douce, presque tendre. Personne n'a parlé. « Très bien, dit-il en le remettant dans sa poche. Demain matin, j'aurai ma réponse. Et je pense que la neige aura peut-être suffisamment fondu pour que la police puisse nous rejoindre. » Alors qu'il se dispersait, Hastings murmura « Vous ne vous attendiez pas à ce que quelqu'un avoue tout à l'heure, n'est-ce pas ?» Poirot sourit. « La confession, mon ami, c'est surfait. Mieux vaut laisser la vérité s'échapper par accident. » Cette nuit-là, bien après que les autres se soient couchés, Poirot était assis seul dans la bibliothèque, le morceau de velours vert posé sur la table devant lui. Le feu crépitait doucement. La maison était silencieuse. Dans le silence, il parla à la pièce vide. « Demain, nous tirerons le rideau. Et alors, mon ami, tu n'auras plus le réconfort de tes mensonges. » Chapitre 9. La neige commence à fondre. Le lendemain matin, le temps changea. Un soleil pâle perçait les nuages, et malgré la fraîcheur de l'air, une légère goutte s'écoulait des avant-toits. Çà et là, des pans de pierre de la terrasse réapparurent, et dans la cour, un délicat reflet d'eau de fonte traçait les contours des empreintes de pas qui avaient causé tant de consternation. Poirot était à la fenêtre de la bibliothèque tôt le matin, le regard fixé sur ce tableau silencieux de neige et d'ombre. « Il est temps, mon ami, » dit-il tandis qu'Hastings le rejoignait en bâillant. « La neige, elle parlera plus clairement aujourd'hui. »« Pensez-vous que la fonte des neiges va aider ?» demanda Hastings. La moustache de Poirot se courba, mais naturellement. Quand la neige change, elle révèle ce qui se cachait en dessous. Comme les gens, hein. Dans la cour, Bleat leur apporta leurs manteaux, et les porte-fenêtres furent à nouveau déverrouillées. La cour, maintenant baignée d'un soleil, froid et humide, semblait plus petite qu'auparavant, étendue blanche et parfaite, entrecoupée de flaques scintillantes et de bords irréguliers là où la neige s'était affaissée. Poirot marcha le premier vers la piste d'empreintes, Hastings à sa suite. Les creux étaient le plus doux, les contours moins nets. À la 5e empreinte, Poirot s'arrêta et désigna du doigt. « Regardez, Hastings. Vous voyez ?» Hastings s'accroupit. « Un peu de gravier ? On dirait de minuscules cailloux. »« Pas des cailloux, mon ami, des cendres, celles qu'on utilise sur les chemins par temps glacial. Et pourtant, vous souvenez-vous de cendres dans la cour elle-même ?» Hastings pensa. « Non, les chemins sont déneigés, mais ils sont dans les jardins. Pas ici. » Poirot hocha la tête. « Exactement. Les cendres venaient d'ailleurs. Ce qui signifie que la planche qui a porté le poids de notre meurtrier reposait sur une surface déjà jonchée de cendres. »« Tu veux dire que la planche vient du chemin du jardin ? » ?»« Peut-être. Ou peut-être a-t-il d'abord été posé là, puis transporté jusqu'ici. Quoi qu'il en soit, il relie la cour à un autre endroit. Une nouvelle découverte. » Ils se dirigèrent vers l'endroit où les empreintes de pas s'arrêtaient. Le soleil avait fait son œuvre, et la neige était fine. Poirot se pencha brusquement et sortit quelque chose de la neige fondue. Une étroite bande de tissu blanc, effilochée à une extrémité. Hastings le prit. On dirait du lin, déchiré d'un mouchoir peut-être, ou de la doublure d'une poche, et voyez. Poirot la leva, une légère trace rouge brunâtre. Pas assez pour être le sang de la blessure de Sir Alister, mais peut-être la rouille d'un outil, ou d'une clé. Une clé ? La clé du placard ? C'est possible, mon ami.
Il faut garder les possibilités ouvertes. Une interruption indésirable. Leur inspection fut interrompue par l'arrivée du colonel Ashworth, qui traversa la terrasse à grands pas. « Tu rôdes encore ici, Poirot ? La neige a à moitié disparu. Tu n'auras bientôt plus rien à voir. »« Au contraire, colonel, » dit Poirot d'un ton aimable. « C'est maintenant que les choses importantes apparaissent. Vous, par exemple. Où alliez-vous ? » ?»« Je fais un tour dans les jardins, » dit le colonel. « J'ai besoin d'air. » »« Ah, les jardins. Où il y a des chemins parsemés de cendres, n'est-ce pas ? » Le colonel fronça les sourcils. « Et alors ? » ?»« Rien, rien, » répondit Poirot d'un ton doux. « Juste que des cendres ont trouvé leur chemin jusqu'aux empreintes de Sir Alister dans la cour. Curieux, n'est-ce pas ? » Le colonel eut un petit rire. « Tu crois que je l'ai porté jusqu'ici ? » Absurde. Poirot ne répondit pas, inclina simplement la tête et retourna à son inspection. Le dégel révèle plus de choses. À midi, la fonte s'était accélérée. De l'eau ruisselait du lierre sur le mur de la cour, et l'air sentait vaguement la pierre humide. Près du mur du fond, là où la neige s'était accumulée le plus, une longue dépression peu profonde se dessinait, une marque passée inaperçue jusque-là. Poirot s'en approcha, s'accroupit et passa un doigt ganté sur le bord. « Hastings, à quoi cela ressemble-t-il pour vous ?» Hastings plissa les yeux. « On dirait le bord d'une caisse. Quelque chose de lourd est posé là. » « Oui. Et si nous suivons cette ligne ?» Poirot la traça sur la neige fondue. Elle se termine juste sous la fenêtre de service du couloir du grenier. « Vous pensez que le corps a été descendu de là ?» demanda Hastings. « Peut-être pas le corps, mais quelque chose a été abaissé ou soulevé. Et notre meurtrier, je crois, a utilisé la cour comme une scène plutôt que comme une scène de crime. » Interlude de l'après-midi. Après le déjeuner, Poirot s'excusa, laissant Hastings endurer une heure de conversation guindée dans le salon. Lady Evelyn était froide et distante. Caro évitait le regard du colonel. Miss Foyle observait tout le monde, son tricot intact sur ses genoux. Enfin Poirot revint, les joues roses de froid. « Je suis allé à la cabane du jardinier, » dit-il doucement à Hastings, « et j'ai trouvé ce que j'attendais. Un indice ? Un balai. Les poils étaient humides, avec une trace de velours vert accroché. Quelqu'un, mon ami, s'en est servi pour déneiger la planche après usage. » Hastings le fixa du regard. « Alors, tu sais qui c'était ?» La moustache de Poirot se contracta. « J'en sais assez pour tendre le piège final. » L'annonce. Ce soir-là, alors que les invités se réunissaient pour le dîner, Poirot fit une annonce. « Mesdames et messieurs, demain matin, je révélerai l'identité du meurtrier de Sir Alister Greystone. Vous serez tous présents, s'il vous plaît, à la bibliothèque à 10 heures. » Il y eut un murmure de surprise. Le colonel marmonna quelque chose comme « Enfin, on en vient au fait. » L'expression de Lady Evelyn resta inchangée, mais ses doigts se crispèrent sur son verre de vin. Caro sembla sur le point de protester, puis se ravisa. Le calme avant la tempête. Plus tard, dans l'intimité de la chambre d'Hastings, Poirot revoyait ses notes. « Voyez-vous, Hastings, la neige fondante révèle ce que le meurtrier croyait caché. Les cendres nous indiquent où se trouvait la planche, le creux près du mur nous indique qu'il y avait une zone de transit, le morceau de toile nous indique qui a eu accès à la clé du placard. Et tout cela, tous ensemble, ils désignent une seule personne, » conclut Hastings. Poirot sourit faiblement. « Exactement, mais ne nous précipitons pas. La révélation, elle doit être, comment dire, spectaculaire. » Dehors, la neige continuait de fondre en lents ruisseaux, dénudant la pierre et la terre. À l'intérieur, la tension montait comme de l'eau sous la glace, prête à craquer à la moindre pression. Le lendemain matin, Hastings le savait, tout remonterait à la surface. Chapitre 10. Le rassemblement à la bibliothèque. À 10 heures précises le lendemain matin, la grande bibliothèque de Greystone Hall était prête pour ce qui promettait d'être le moment décisif. La longue table avait été débarrassée, à l'exception d'une pile de papier bien rangée et d'un petit presse-papier en laiton en forme de pomme.
Les rideaux étaient tirés pour laisser entrer la pâle lumière hivernale. Derrière les hautes fenêtres, la cour était à moitié découverte, le manteau de neige autrefois parfait n'étant plus qu'un patchwork de pierres blanches et humides. Bleed fit entrer les invités avec la solennité d'un homme président des funérailles. Lady Evelyn entra la première, son manteau de velours vert foncé boutonné jusqu'au cou, le vêtement même sur lequel Poirot s'était attardé plus d'une fois. Le colonel Ashworth suivit, le menton levé, sa canne tapant le sol. Julian Carrow suivit, l'air à la fois provocateur et inquiet, puis Miss Margaret Foyle, vive et réservée. Clara Whitcomb se glissa discrètement dans la salle, évitant le regard de tous. Le docteur Lionel March arriva le dernier, ôtant ses gants avec un soin délibéré. Poirot était déjà à sa place à la tête de la table, Hastings à sa droite, l'agent Foster posté discrètement près de la porte. « Mesdames et messieurs, » commença Poirot, « merci pour votre ponctualité. Vous avez fait preuve de patience pendant que je me renseignais. Il est temps maintenant de mettre de l'ordre dans les faits, les mensonges et les vérités. Reconstruire la scène. Tout d'abord, considérons les scènes du crime, dit Poirot en désignant la fenêtre. Sir Alistair Greystone, retrouvé mort dans la cour, un coup à la tête, la neige ne laissant apparaître qu'une seule trace de pas, les siens, qui s'estompent brusquement. Impossible, dites-vous. Non, pas impossible, simplement artificiel. Il ramassa la petite planche de bois posée à côté de la table. Le meurtrier s'en est servi, ou d'une planche similaire, pour traverser la neige sans laisser de traces. Plus encore, elle a servi à effacer les traces. La victime a été transportée, placée, et la scène a été agencée de manière à nous rendre perplexes. Poirot marqua une pause, laissant les mots pénétrer son esprit. Dès le début, poursuivit-il, j'ai vu les empreintes changer. Les premières étaient profondes, la foulée normale. Les dernières étaient peu profondes, les traces de talons atténuées. Sir Alistair, à ce moment-là, était déjà inconscient ou mort, soutenu par un autre. La planche permettait au meurtrier de se déplacer sans être vu. Carreau remua. « Vous avez déjà dit tout cela. En quoi cela suggère-t-il au MS? Est-ce que tu l'as fait? » Patience, monsieur. La planche ne nous dit pas qui, mais où elle a été prise. Lorsque la neige a commencé à fondre, des cendres sont apparues sur les empreintes. Des cendres comme on n'en trouve que dans les allées du jardin. Cela signifie que la planche avait d'abord été posée sur une allée cendrée, puis amenée dans la cour. Où dans le jardin trouve-t-on un tel chemin? Il mène à la cabane du jardinier, le cabanon du jardinier. Le regard de Poirot parcourut la pièce. Le hangar, mes amis, ne sert pas seulement à ranger les outils. Là, caché derrière des sacs de compost, j'ai trouvé un balai dont les poils humides étaient découverts de fibres de velours vert. Ce balai servait à déneiger la planche, et le velours vert, comme on le sait, est porté par Lady Evelyn et par le colonel Ashworth. Le colonel haussa les sourcils. « Vous m'accusez de balayer la neige, Poirot ? » « Je n'accuse personne, pour l'instant. Mais je constate que vous et Lady Evelyn avez tous deux eu l'occasion de vous rendre dans ce hangar. Lady Evelyn, peut-être pour une conversation privée. Le colonel, peut-être pour d'autres affaires. » Lady Evelyn leva le menton. « Vous ne pouvez pas me situer là cette nuit-là. »« Ah, mais mademoiselle Whitcomb, si. Elle vous a vu dans votre manteau de velours vert, vous dirigeant vers la bibliothèque après le départ de la maisonnée. » Lady Evelyn se tourna vers Clara, la voix glaciale. « Tu présumes trop. »« Je t'ai vu, » répéta doucement Clara. La chronique manquante Poirot prit la clé en laiton sur la table. « Nous arrivons maintenant à la pourquoi. » La chronique de Saint-Avit, le manuscrit le plus précieux de la collection de Sir Alistair, a disparu. Son armoire a été déverrouillée grâce à ce double de clés. Elle n'a pas été forcée. Il ne s'agit pas d'un vol opportuniste, mais d'un vol délibéré. Il tourna son regard vers Carreau. « Monsieur, vous désiriez le Chronicle pour votre entreprise. Vous avez proposé de l'acheter. On vous l'a refusé. Et pourtant, vous admettez avoir vu le cabinet vide le lendemain matin. » Carreau écarta les mains.
Oui, je suis allé voir. Mais il avait déjà disparu. Ça ne prouve rien. En effet, et pourtant, Poirot souleva une petite enveloppe déchirée. Dans la remise, j'ai trouvé ceci. Une lettre d'un marchand londonien proposant une belle somme pour le Chronicle. Elle vous est adressée, monsieur. Caro rougit. Je ne l'ai pas tué. Je suis sorti ce soir-là, oui, mais juste pour réfléchir. Je n'ai pas pris le manuscrit. La mise en scène du crime, la mise en scène, poursuivit Poirot, était astucieuse, mais imparfaite. Dans la neige fondante près du mur de la cour, j'ai trouvé l'empreinte d'une caisse, suffisamment lourde pour laisser une légère dépression. Au-dessus, une petite fenêtre de service donnant sur le couloir du grenier. Cela m'a indiqué que quelque chose, peut-être le corps, peut-être la planche, était descendu, ou élevé là. Et qui a une chambre dans ce couloir? Mademoiselle Foyle. Mademoiselle Foyle parut surprise. Je n'y suis pour rien. Non, mademoiselle, je vous crois. Mais vous m'avez dit avoir vu le docteur March quitter la bibliothèque peu avant 11 heures. Et le médecin a admis qu'il était ensuite allé dans le couloir de la cuisine pour regarder dans la cour. Les lèvres de March se pincèrent. Oui. Et pourtant, vous n'avez pas vu le corps de Sir Alister, car il n'était pas encore là. Appliquer une pression. Poirot commença alors à se déplacer, à petits pas délibérés le long du bord de la table. Imaginons la situation. Le meurtrier avait le double de la clé, l'offre du revendeur et la volonté de frapper. Ils attendirent que Sir Alister soit seul dans la bibliothèque. Ils frappèrent par derrière, puis le transportèrent sur la planche, dans la cour. Ils effacèrent leurs propres empreintes, laissèrent les siennes et déposèrent un morceau de velours vert pour éveiller les soupçons. La chronique était cachée dans le hangar pour être retirée plus tard, peut-être au dégel. Le regard de Poirot se posa enfin sur le colonel Ashworth. « Vous, colonel, connaissiez Sir Alister depuis 40 ans. Mais l'amitié n'exclut pas les querelles, surtout à propos d'un manuscrit que vous croyiez vous appartenir de droit, promis des années auparavant. Vous aviez la force de le porter, la précision militaire de mettre en scène la scène, et la connaissance du hangar et des jardins. Et contrairement à d'autres ici, vous avez été aperçu dehors cette nuit-là. » Le visage d'Ashworth s'était assombri. « Tu crois que je m'attraquerai un vieil ami pour un livre ?» La voix de Poirot s'adoucit. « Pas seulement pour le livre, mon capitaine. Par vengeance. Il vous a humilié pour une question d'honneur, n'est-ce pas? La chronique était votre trophée de victoire, et il a renié sa promesse. » La mâchoire du colonel se serra, mais il ne dit rien. Mais pas encore. Hastings se pencha en avant. « Alors c'était lui, Poirot ?» Poirot secoua la tête. « Pas si vite, mon ami. Le colonel avait le mobile et les moyens, mais pas l'occasion au bon moment. Je peux le placer dehors au mauvais moment. » Un murmure parcourut la pièce. « Demain, dit Poirot, je vous montrerai qui avait les trois et qui a commis une seule erreur fatale. » Alors que la compagnie se dispersait, Hastings murmura « Vous jouez avec eux. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Oui, la vérité est là, mais la révéler sans art serait un crime en soi. » Chapitre 11. Les derniers fils. Le reste de la matinée à Greystone Hall se déroula dans un état d'inquiétude incessante. Les invités se dispersèrent dans leurs chambres ou dans les coins du salon, parlant à voix basse, voire pas du tout. Une certaine attente pesante flottait dans l'air, telle la pression avant un orage. Poirot, quant à lui, semblait se contenter de rester, assis dans le petit salon avec un carnet et un pot de chocolat, prenant de temps à autre de belles notes avec son crayon doré. Hastings, qui ne pouvait jamais rester assis longtemps, tenta à 2 reprises d'engager la conversation avec lui, mais il fut repoussé d'un geste courtois. « Patience, mon ami. La plante, il faut l'arroser au bon moment si vous voulez qu'elle fleurisse. » À 2h30, Poirot ferma son carnet d'un mouvement précis et se leva. « Il est temps, dit-il. Nous allons faire une petite promenade. » Une visite au couloir du grenier. Le couloir mansardé était étroit et sombre, bordé de portes closes et éclairé par une unique fenêtre à son extrémité. Poirot s'arrêta devant la petite fenêtre de service qui donnait sur la cour. Elle avait concentré son attention le matin du dégel, lorsque la silhouette d'une lourde caisse était apparue en contrebas.
Remarque, Hastings, dit-il en désignant le rebord. De la poussière, sauf ici, où il n'y en a pas. Hastings se pencha. Oui, on dirait que quelque chose s'est reposé ici récemment. Exactement. Une planche peut-être ou une boîte. Mais voici le plus intéressant. Poirot se pencha et toucha le loquet. Il est raide à force d'être inutilisé, et pourtant il a été ouvert très récemment. Santé, Hastings. Hastings renifla. De la térébenthine ? La moustache de Poirot frémit. De la cire à bois, mon ami, appliquée pour masquer la légère odeur d'humidité et de moisi qui persiste sur un objet rangé à l'extérieur, par exemple dans un hangar. La chambre d'en face. La pièce en face de la fenêtre était inoccupée, la porte entr'ouverte. À l'intérieur, des grains de poussière flottaient dans la pâle lumière hivernale. Contre un mur se dressait une haute armoire, et à côté une chaise en bois sur laquelle reposait un manteau.